Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Facebook Live de la Maison de la Presse et de la Communication à Liège. Alors aujourd'hui, on va parler mobilité à Liège avec un invité de marque puisque ce n'est autre que le ministre wallon de la mobilité, Philippe Henry. Merci Philippe Henry. Bonsoir. Bonsoir. Et alors donc la première question d'emblée, celle que se posent en fait tous les Liégeois, quand va-t-on pouvoir prendre ce tram ? Alors effectivement, le chantier a pris du retard et on en est tous très désolés parce que ça produit évidemment des grands désagréments pour les commerçants, pour la population. Donc il est prévu maintenant un planning qui a été revu, qui a été beaucoup discuté avec Tramardent, avec les différents interlocuteurs, avec l'ETOE et qui est maintenant consolidé pour la fin des travaux au mois d'août 2023. Et Fin des travaux. Fin des travaux. Après ça, évidemment, il y a encore une période de test. Mais à ce moment-là, on n'a plus de phase de chantier. Il y a une période de test de stabilité, de test à vide des trams, etc., qui nous mènera normalement à pouvoir prendre le tram en mai 2024. Bon, on avait dit que c'était octobre 2022, on est bien d'accord. Pourquoi tous ces retards ? Alors, c'est tout à fait déplorable. Donc, effectivement, il y a un contrat qui a été attribué par le gouvernement wallon précédent qui prévoit un certain nombre, un cahier de charges qui prévoit aussi des pénalités. C'est-à-dire que comme on paye les travaux et la mise en service jour par jour à partir de la mise en service, en réalité, chaque jour de retard, sauf s'il était lié vraiment à la crise sanitaire, où là, il y a évidemment un cas de force majeure qui peut être évoqué, chaque jour de retard, autrement, est une perte de 90 000 € pour le prestataire, donc pour Tramardent, qui regroupe les différents intervenants. Chaque jour de retard, il va devoir se chiquer 90 000 €. Oui, c'est-à-dire qu'il ne percevra pas 90 000 €, il ne les percevra qu'à partir du moment de l'entrée en service et jusqu'à la fin prévue du contrat, c'est-à-dire en 2050, et donc les jours perdus sont perdus. Donc ça représente des sommes importantes puisqu'on parle de plusieurs mois, on est donc clairement dans les dizaines de millions d'euros, mais voilà, c'est le contrat comme ça. Malheureusement, on ne pouvait pas, au-delà de cela, changer les termes du contrat, et donc nous avons fait tout pour accélérer au maximum maintenant le chantier, donc essayer d'endiguer le retard au maximum. Je pense que maintenant les mesures ont été prises en termes de mobilisation de personnel, en termes surtout de préparation des plans d'exécution, c'est-à-dire tous les plans détaillés techniques pour mettre en œuvre le projet qui visiblement n'avaient pas été suffisamment anticipés par le prestataire. Donc est-ce qu'on est sûr qu'en mai 2024, on pourra prendre le tram ? Alors, sûr, on n'est jamais sûr, on est dans un monde incertain, mais clairement, on a tout fait pour. On a donc bien, depuis des mois, fait savoir aux prestataires qu'il y avait un problème majeur. La région l'a fait, l'ETOE l'a fait, la ville également. Nous avons tous travaillé de concert. Nous avons veillé à ce que les différents services travaillent en détail sur les plannings pour le futur, en constatant que malheureusement, ils n'avaient pas été suffisamment robustes par le passé. Et donc, je pense qu'on peut raisonnablement dire maintenant que le nouveau planning qui aboutit en août 2023 a été vraiment questionné dans tous les sens et que les mesures ont été prises. Mais malheureusement, on ne sait pas revenir forcément sur le début du chantier. Les Liégeois disent qu'on ne voyait jamais personne en fait sur ce chantier. C'est vrai ? Est-ce qu'on va doubler, tripler le nombre d'ouvriers ? Alors, c'est vrai et c'est faux, c'est-à-dire que évidemment, c'est un très très vaste chantier. Donc, par moment, il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais comme c'est sur un très vaste chantier, on a l'impression qu'il n'y a personne parce qu'ils ne sont qu'à certains endroits et puis ils doivent se déplacer sur le chantier. Mais c'est vrai qu'il y a eu, à certains moments, dans la première partie du chantier, des ouvertures trop longues. Je pense par exemple à la rue Léopold, des fermetures de voirie, plus exactement, qui n'auraient pas dû durer si longtemps. Et donc là, on a vraiment insisté auprès du prestataire pour que pour le futur, non seulement l'information soit très claire pour la population, ça on y a veillé aussi depuis le début, on a réinsisté là-dessus, et sur le fait que les tronçons ne soient ouverts que de manière très limitée, qu'en fonction des nécessités des travaux, et la ville d'ailleurs, qui doit à chaque fois marquer son accord pour chaque phase de travaux, y est également très attentif. Vous l'avez dit, donc c'est plusieurs dizaines de millions que le prestataire ne va pas toucher à cause de son retard, et on a bien lu dans la presse que le bourgmestre de Liège espère que cet argent reviendra à ceux qui en ont pâti le plus, c'est-à-dire on pense aux commerçants ici de Liège. Où en est-on dans cette demande ? Alors, on ne sait évidemment pas aussi simplement réaffecter des budgets. Ce sont des objets de nature très différente. Aujourd'hui, il existe
un mécanisme effectivement de dédommagement des commerçants, mais qui est très limité en montant et surtout en nombre de jours. 28 € par jour, je pense. Oui, il y a un nombre de jours maximum. C'est une compétence de mon collègue de l'économie qui a été bien informé de la situation par la ville de Liège, par moi-même, au Parlement également. Et donc, nous sommes les uns et les autres favorables effectivement à faire en sorte qu'il y ait un dédommagement plus important des commerçants qui doit être encore défini et qui doit être réglementé au niveau wallon. Et c'est vrai que comme on aura certaines sommes qui ne seront pas utilisées pour directement rémunérer le prestataire, une partie en tout cas pourrait être réoctroyée en soutien aux commerçants. Mais là, c'est mon collègue de l'économie qui doit prendre une initiative à ce sujet. Il est en tout cas sensibilisé. Voilà, bon, on a beaucoup parlé du retard. Maintenant, on va essayer de voir un peu l'avenir, hein, parce que pour le moment, c'est très compliqué. Le chantier est ouvert quasi partout, en fait. C'est ça qui pose aussi de gros problèmes. Alors, où en est-on exactement aujourd'hui dans ce chantier du tram ? Alors, où en est-on ? Vous l'avez vu, il y a effectivement beaucoup de chantiers de tronçons qui sont ouverts. Il y a des rails qui ont déjà été posés. Il y a aussi le travail qui ne se voit pas ici, c'est-à-dire la fabrication des rames de métro en elles-mêmes, qui sont en cours également et qui sont stockées et qui pourront être livrées dans les temps. Donc, on doit vraiment déplorer le retard qui a été pris et qui est lié essentiellement au retard pris dans la réalisation des plans d'exécution, et donc d'un travail finalement de bureau et d'ingénieurs qui est nécessaire avant de pouvoir réaliser les travaux eux-mêmes. Donc maintenant, les choses se sont accélérées, donc on est maintenant dans une certaine accélération, avec aussi une capacité de travailler plus fortement chaque jour, puisqu'on doit aussi travailler quand il fait clair, et donc les jours vont aller en allongeant au fur et à mesure de l'année. Et donc les plages horaires de travail seront plus importantes dans les prochains mois. Et donc le planning précis va être suivi, va d'ailleurs être republié sur base de ce nouveau calendrier, de ces nouvelles échéances. Oui, justement, on n'a pas ce nouveau calendrier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu quelques mots ? Donc ce nouveau calendrier, il va permettre d'aboutir à la fin des travaux pour le mois d'août de l'année prochaine. Donc évidemment, il va y avoir des tronçons successifs. Ce qui est absolument indispensable, c'est que la population ait l'information la plus claire possible. La population, les commerçants, tous les services, les usagers. Et donc le calendrier détaillé va être republié ici maintenant, je dirais vraiment dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, d'une manière telle qu'il puisse être suivi par les outils qui ont été prévus sur le site internet, sur ceux qui le souhaitent par communication directe, par mail, par téléphone. Il y a les émissions également spécifiques d'RTC qui ont permis aussi de faire tout le suivi du chantier. Donc tous ces outils-là vont être mobilisés pour faire connaître les étapes précises des tronçons prévus. On avait dit au départ que c'était l'année 2021 qui serait la plus dure, la plus difficile pour les Liégeois. On a l'impression maintenant que c'est 2022. Oui, c'est-à-dire qu'on a aussi connu évidemment des crises qui n'étaient pas évidemment prévues. Donc on a eu la crise sanitaire qui est venue quand même chambouler les choses au niveau du chantier, mais aussi dans l'organisation plus générale, puisqu'on a eu la mise en œuvre d'abord du confinement et puis du télétravail. Puis on a eu bien entendu l'année dernière la catastrophe des inondations qui ont produit des énormes problèmes supplémentaires de mobilité avec la fermeture du tunnel de Cointe, etc. Donc effectivement tout ça s'est combiné. Alors je ne sais pas quelle est la plus mauvaise année. Pour le moment, nous sommes en train ces derniers jours de vivre la sortie du télétravail, ce qui aussi produit une situation de nouveau difficile. C'est pas que dans la ville de Liège, hein, et on a eu des gros soucis sur les autoroutes, dans d'autres endroits en Wallonie. Donc on est dans une période malheureusement aussi très mouvante face à tous ces événements successifs qui font que non seulement il y a eu des dégâts sur les infrastructures, mais aussi nos habitudes changent fortement, donc recréer des nouveaux problèmes de circulation. La mobilité doit se remettre dans un nouvel équilibre d'une certaine façon. Et donc, effectivement, on a vécu des mois très difficiles en 2021. Il y a encore des situations difficiles maintenant, mais j'espère bien qu'on pourra accompagner ça néanmoins le mieux possible. Donc on en a encore pour des travaux jusqu'en août 2023 et puis après on fera des tests en fait, des phases de tests
de la ligne, mais pourquoi est-ce que ça doit durer aussi longtemps ces tests, c'est-à-dire de septembre 2023 jusqu'à, dites-vous, mai 2023? Est-ce qu'il faut 9 mois pour faire des tests? Alors là aussi, on travaille sur le planning pour voir s'il est possible de réduire ce planning, ne fût-ce que d'un mois ou deux. Mais nous devons être très prudents parce qu'il y a des normes de sécurité à respecter. Il y a des normes aussi de responsabilité par rapport au contrat. Et donc, il n'est évidemment pas question que la région et le TEC et les pouvoirs publics d'une manière générale prennent sur eux le risque d'avoir des soucis de qualité, des soucis, par exemple, de vibration ou de problèmes de stabilité à certains endroits du parcours parce que les tests n'auraient pas été suffisants ou des problèmes directs de sécurité dans la circulation des trams. Donc là, on ne peut absolument pas prendre ce risque-là, mais il est évident qu'en dialogue avec les prestataires, si on a une marge de réduction de cette période de test, bien entendu qu'on encouragera à la réduire. Mais donc, comme je le disais, on ne sera plus dans la phase de travaux. On va avoir toute cette période de test. Et puis après, alors, on aura l'entrée en utilisation du tram et la réorganisation qui l'accompagnera au niveau du réseau de transport en commun. Alors, on sera en mai 2023, 4, pardon. Et donc, à ce moment-là, est-ce qu'on parle déjà d'un prolongement de cette ligne vers Gemep et vers Herstal, ou en sera-t-on en mai 2024? Alors, effectivement, donc ça, c'est un projet, en fait, d'une certaine façon indépendant dans sa réalisation, mais seulement qui, bien sûr, va venir se connecter. Donc, il s'agit bien de faire le tracé plus long, tel qu'il avait, en fait, été envisagé au départ, et puis il avait finalement été décidé de ne pas tout faire d'un coup. Donc, grâce ici aux subsides européens, nous avons pu prévoir, effectivement, la prolongation jusque Serein et, d'autre part, la prolongation jusque Herstal, Place Licourt. Et donc, ces deux tronçons-là vont être réalisés d'une manière complètement différente du premier tronçon. Bien sûr, ils vont utiliser le même matériel roulant, bien entendu. Par contre, ce sera un marché public en tant que tel, ce ne sera plus un PPP, puisqu'ici, on est dans le cadre des subsides européens, donc ce sera un financement direct. Donc, le permis est en cours de préparation puisque tout le tracé complet avait déjà été prévu précédemment. Donc, heureusement, il y a déjà un travail préparatoire qui est disponible parce que nous sommes dans une échéance de réalisation vis-à-vis de l'Europe qui est très, très stricte pour l'utilisation des budgets européens. Et donc, la totalité des travaux doit être terminée d'ici 2026. Et donc, cette année-ci, il y aura le dépôt du permis, puis il y aura l'ouverture d'un appel d'offres pour la désignation de la réalisation. Et puis les travaux, bien entendu, sachant que, par contre, les trams eux-mêmes seront évidemment les mêmes qui seront mis en service. Donc on pourrait très bien ne pas retrouver la même entreprise qu'actuellement qui fasse la prolongation vers Gemep et Herstal. Bien entendu, de toute façon, nous sommes obligés de respecter les règles de marché public. Donc il y aura un appel de marché, on verra bien qui postule et il y aura une attribution du marché pour la réalisation des travaux. Et effectivement, c'est un marché tout à fait indépendant du prestataire actuel. Alors, on va se projeter en mai 2024, si vous le voulez bien. On a ce fameux tram, cette ligne qui fonctionne. Qu'est-ce que ça va changer, en fait ? Alors, ça va changer beaucoup de choses en plusieurs étapes. Donc d'abord, au moment de l'entrée en fonction du tram, clairement, ça va être un basculement. Parce qu'évidemment, si on a prévu le tram, c'est parce qu'on est à la saturation au niveau des bus, parce qu'on veut augmenter la cadence, l'efficacité, le nombre de personnes transportées. On vise à transporter 25% de voyageurs en plus. Ce qui veut dire, par exemple, que l'agglomération de Liège va devenir plus de la moitié des transports réalisés par le TEC sur l'ensemble de la Wallonie. On est aujourd'hui à 45%. C'est énorme. Pourquoi cela ? Pourquoi est-ce qu'il y a plus d'usagers du TEC ici à Liège ? C'est à la fois historique de l'intégration des différentes sociétés de transport en commun, lié aussi à la densité, à l'organisation spatiale. C'est clair qu'on a évidemment une très grande ville, une métropole, donc il y a énormément de personnes qui se déplacent et une articulation avec les communes voisines. On a aussi Serein, Herstal, qui sont des très grandes communes aussi, qui jouxtent immédiatement Liège. Et donc tout ça fait qu'on a de facto aujourd'hui 45% effectivement des voyageurs transportés sur l'ensemble du texte sur la Wallonie qui se trouve sur l'arrondissement de Liège. Et on va encore augmenter de 25%. Mais alors c'est aussi évidemment un basculement qualitatif puisque évidemment ce sera plus confortable de circuler en tram que Comment va-t-on mettre 25% en fait de voyageurs supplémentaires grâce à ce tram ?
Ah mais parce que le nombre de personnes qui seront transportées sur l'axe du tram va pouvoir augmenter par rapport à la situation d'aujourd'hui, puisque aujourd'hui, on est limité par les bus, bien entendu, qui sont à saturation. On est limité aussi en nombre de bus, puisque aux heures de pointe, les bus se suivent et on n'a pas vraiment d'espace pour en ajouter davantage. Donc on va clairement avoir un saut à la fois quantitatif et qualitatif. C'est-à-dire une rame de tram peut contenir combien de passagers? Alors, je ne me rappelle plus du nombre exact de passagers, je vous avoue. Pas trop 120? Oui, ça doit être quelque chose comme ça. Mais en tous les cas, c'est par clair. rapport à un bus qui en fait 80. Ah, exactement. Donc, on aura beaucoup plus de passagers sur un seul tram par rapport à un bus aujourd'hui. Et puis, on a une cadence à l'heure qui est possible. C'est toutes les 4 minutes et demie qui sont prévues pour les trams. En heure de pointe. En heure de pointe, exactement. Mais alors, on a aussi parce que le nombre de voyageurs, c'est pas que sur le tram, c'est sur l'ensemble du réseau. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir une réorganisation complète du réseau de bus, voilà, puisqu'évidemment, on ne va pas mettre des bus sur le même tronçon que le tram. Le tram va remplacer les bus à cet endroit-là. Par contre, les bus vont être redéployés sur le reste du réseau. Juste une petite question que beaucoup de Liégeois se posent. Est-ce qu'il y aura des trams pendant la nuit? Alors, pas vraiment toute la nuit, mais effectivement, il est prévu jusque tard le soir et reprendre tôt le matin. Donc, il y aura quelques heures. Effectivement, de mémoire, je pense que c'est entre minuit et 4h, 4h30, effectivement, où là, il n'y en aura pas. Mais pour le reste, il y a une amplitude très large. D'accord. Alors, donc ce tram va pouvoir transporter plus de personnes, avoir une fréquence plus rapide, et donc il va remplacer en fait une ligne qui existe déjà, qui est la ligne 1. C'est exact. Oui, ça va remplacer notamment la ligne 1 et plus globalement, parce qu'il y a plusieurs bus qui suivent l'axe du tram aujourd'hui, mais pas forcément complètement. Et donc, la réorganisation va se faire beaucoup plus globalement. Donc, en réalité, tout l'ensemble du réseau a été repensé. Et en plus du tram, on va avoir, mais ça sera dans un deuxième temps, on va avoir aussi des bus à haut niveau de service qui sont un peu l'intermédiaire entre le bus et le tram. Donc, ils permettent aussi un déplacement rapide de l'ordre de 20 km/h en moyenne en vitesse commerciale, avec des aménagements spécifiques aux arrêts, avec des sites propres, des priorités au carrefour, etc., qui vont être donc selon 4 axes, c'est-à-dire à la fois 2 vers le Sartillement, l'équivalent de la ligne 48 et de la ligne 148, l'axe Anse-Chênay et également l'axe vers Fléron. Et donc ces bus à haut niveau de service seront mis en place, 2 d'entre eux en 2024, 2 en 2025, et vont donc donner une architecture, une hiérarchisation du réseau, c'est-à-dire qu'on aura le tram, puis les bus à haut niveau de service, puis des lignes structurantes, je pense qu'il y en a 7, et puis les lignes de desserte plus locales. Justement, on avait parlé aussi d'une deuxième ligne de tram qui aurait été, par exemple, de Anse à Fléron. Pourquoi est-ce qu'on a choisi des bus à haut niveau de service et pas une deuxième ligne de tram? Alors, on ne saurait pas faire une deuxième ligne de tram pour 2025. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il était tout à fait nécessaire et prioritaire d'avancer sur le bus à haut niveau de service. Mais c'est clair que la conception de cette ligne anticipe le potentiel d'un tram. C'est-à-dire que le tracé est prévu pour qu'un jour, éventuellement, on puisse remplacer le bus à haut niveau de service par le tram. Si c'est pas un problème de monter les versants de vallée? Non, c'est précisé. Mais c'est-à-dire que c'est pour ça que les tracés doivent être prévus en fonction. C'est les pentes, mais c'est aussi les courbures, très souvent, qui peuvent poser problème en termes de disponibilité au niveau des carrefours, etc. Donc tout cela va être pensé précisément pour pouvoir être transposé en tram dans un deuxième temps, si ça s'avère nécessaire. C'est-à-dire que quand est-ce que ce sera nécessaire? Si le nombre de voyageurs, effectivement, suit l'offre et que les bus à haut niveau de service, à un moment donné, apparaissent comme atteignant leurs limites en termes de capacité de voyageurs et alors pouvant donner lieu à un nouveau mode qui serait alors le tram. Je fais une toute petite pause parce que donc on parle beaucoup, mais sachez que tous, vous pouvez poser maintenant vos questions sur notre page Facebook de la Maison de la Presse et de la Communication de Liège. Laurence Cominette les écoute, les lit pour le moment et nous les passera donc juste après la fin de cette présentation avec Philippe Henry dans un petit quart d'heure. Reprenons le cours de notre émission. Donc on aura une ligne de tram, 4 lignes de superbus, un peu comme on les a appelés aussi. Et après, 7 lignes structurantes. C'est quoi ça?
Ben, les lignes structurantes, c'est à l'échelle de la métropole, les lignes qui sont les lignes principales. Donc, ils seront cette fois-ci des bus plus classiques, parfois des bus articulés, etc., mais qui ne seront ni des BHNS ni des trams. Ce sera des bus plus classiques, mais qui sont les lignes principales qui vont structurer les déplacements au travers de la métropole. Et puis après ça, et qui seront donc aussi, je veux dire, pensé d'une manière telle qu'il puisse être suffisamment efficace dans le déplacement d'un point à l'autre. Et ensuite, alors, on a la desserte vraiment locale des quartiers avec des bus qui sont forcément plus lents parce qu'ils dessertent des arrêts proches des habitations, de toute une série d'endroits dans la ville et qui, eux, sont vraiment des bus de desserte locale. Donc, cette hiérarchisation-là, elle permet d'avoir un réseau qui est efficace à la fois pour des déplacements plus importants, plus longs au travers de la métropole dans les différentes directions qui sont nécessaires, de transporter un nombre de personnes qui est en relation justement avec chaque type de déplacement, mais en même temps aussi d'avoir une desserte locale jusque dans les quartiers. Toute cette philosophie repose aussi sur le fait qu'on va demander aux Liégeois de ne plus prendre leur voiture quand cela n'est pas nécessaire, et donc soit d'aller à pied ou en voiture à certains endroits, et de prendre un bus, voire le tram par la suite, donc pour un trajet peut-être plus long alors. Donc c'est quand même un fameux pari sur l'avenir de dire aux gens, voilà, vous n'allez plus prendre votre voiture pour aller de A jusque B, mais vous allez devoir tronçonner votre trajet de différentes manières. Alors ça, c'est un fameux pari. C'est un fameux pari, c'est un fameux défi. Je pense que l'avenir de la mobilité en Wallonie, plus globalement, effectivement, va passer par l'intermodalité et l'intermodalité efficace. C'est-à-dire que nous savons que nous devons nous déplacer moins en voiture parce qu'on a un problème quand même climatique considérable. On doit réduire nos émissions de gaz à effet de serre de manière très importante et la mobilité est un véritable point noir puisque en fait nos émissions de gaz à effet de serre liées à la mobilité ont augmenté depuis les 20 dernières années et donc on a vraiment un très gros souci. Donc on doit changer notre mobilité et si on veut réussir à se passer de la voiture, on ne va pas supprimer la voiture bien entendu, mais si on veut l'utiliser moins souvent pour des moins longs trajets, il faut qu'on puisse proposer quelque chose d'aussi efficace alternatif à la voiture. Parce que souvent, on prend sa voiture, aussi si on habite à l'extérieur de la ville, si on doit se déplacer vers l'extérieur de la ville, etc. C'est le plus facile, entre guillemets, c'est le plus flexible. En même temps, on voit bien aujourd'hui qu'on est dans une impasse de la mobilité. Je veux dire, c'est embouteillé partout. Et ben, d'ailleurs, pas qu'à Liège. Et déjà, même avant les travaux, je veux dire, on est aux limites de la mobilité basée sur la voiture. Et donc, l'idée, c'est clairement d'utiliser les transports en commun au maximum, de compléter ça avec les modes actifs. On peut faire peut-être une partie à vélo pour aller jusqu'à une gare ou jusqu'à un arrêt de bus, pouvoir laisser son vélo en sécurité à cet endroit, pouvoir peut-être aussi avoir du covoiturage, que tous ces modes-là se complètent, mais de manière très efficace, et donc d'avoir des lieux d'interconnexion. Par exemple, la gare des Guillemins, pour prendre un exemple flagrant, c'est un lieu d'interconnexion très fort entre les différents modes de déplacement. Mais on doit avoir d'autres lieux d'interconnexion de différents degrés, au parking par exemple, au parking relais, aux différents arrêts de bus, pour faire en sorte que ça devienne un choix positif et efficace de peut-être devoir combiner 2 ou 3 modes de déplacement, mais sans être pénalisé ou être dans une situation moins confortable ou moins sécurisante. Qui, au final, prendront peut-être le même temps, voire moins de temps que rester 3 quarts d'heure dans un embouteillage. Clairement, très souvent, ça prendra moins de temps. Mais déjà aujourd'hui, vous avez toute une série de situations, par exemple, pour des personnes qui habitent à l'extérieur de la ville, de pouvoir prendre le train. On a la chance d'avoir plusieurs lignes de train venant de l'extérieur vers l'intérieur de la ville, jusqu'à plusieurs arrêts dans la ville. C'est le cas de la ligne de Lourdes, c'est le cas de la ligne de la Vesdre. Et beaucoup de personnes ne pensent peut-être pas toujours à utiliser cette possibilité-là, par exemple de laisser sa voiture à une gare en extérieur pour venir jusqu'au cœur de ville en train très facilement, ne pas devoir se garer, ne pas avoir de problème d'embouteillage, ne pas devoir payer le stationnement. Mais voilà, il faut en prendre l'habitude, il faut découvrir, il faut voir quelles sont la manière de s'organiser et sans doute qu'on doit améliorer certainement l'offre, les possibilités d'intermodalité pour que ce soit plus confortable justement et plus efficace. Donc tout sera interconnecté, le bus, le tram, le train et également donc, le Ravel pour les vélos. Qu'est-ce que vous avez prévu pour les cyclistes ? Alors pour les cyclistes, on a aussi des investissements considérables puisque si je compte bien sur l'ensemble des investissements sur Liège, on est quasiment à une trentaine de millions d'euros de plusieurs façons sur les aménagements cyclables. Ça permet vraiment d'envisager
aussi un basculement de la mobilité active. Donc il y a évidemment différentes choses qui existent déjà en termes de tronçons cyclables longs. Ce matin, donc, une association d'ONG pour la mobilité active a classé la ville de Liège comme bonne dernière ici en Belgique en matière de mobilité active. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? En tout cas, je suis d'accord qu'il reste énormément de travail. Si on compare à d'autres villes wallonnes, je pense qu'il y a du travail ailleurs aussi. Mais c'est clair que si on compare à certaines villes flamandes, à certaines villes françaises ou autres, il est clair que, ou hollandaises, etc., il est clair qu'on est très très loin du paradis des cyclistes. Et nous devons veiller à faire en sorte que les déplacements quotidiens soient sécurisés, efficaces, qu'on ait envie de prendre son vélo, certainement pour se déplacer dans la ville, mais aussi quand on vient de l'extérieur. Alors évidemment, la difficulté sur Liège, c'est comme c'est une très grande ville, il y a beaucoup à faire avant que le réseau ne soit vraiment convaincant pour les usagers dans les différents tronçons nécessaires, dans les différents déplacements qui sont prévus. Mais donc, il y a plusieurs plans qui sont prévus et qui sont en cours. C'est au niveau de la ville les subsides wallons qui ont été prévus pour le donc Wallonie cyclable, un droit de tirage finalement de la région qui permet de réaliser des investissements. Il y en a eu déjà, parce que Liège a déjà été sélectionné 2 fois comme commune Wallonie cyclable. Il y a encore un nouveau droit de tirage de plus de 7 millions d'euros pour les 3 prochaines années. Donc il y aura des nouveaux travaux supplémentaires. Et puis il y a aussi des tronçons très importants qui sont prévus. Par exemple, ne prenons que la Vesdrienne, qui est un très long tronçon qui vient de Spa jusqu'à Liège et qui permet vraiment de relier de nombreuses communes. Là, évidemment, pas uniquement sur le territoire de la ville. Donc tout ça doit se compléter, le travail sur la ville et les corridors de longue durée, de longue distance. Est-ce que ça, c'est une question aussi? Est-ce qu'il y aura une piste cyclable le long de la ligne de tram? Alors, ça n'a pas été prévu intégralement, effectivement. Je ne pense pas d'ailleurs que ce soit forcément le projet prioritaire, parce que ce sont 2 modes de déplacement différents. Ce qui est prioritaire, c'est qu'il y ait des tronçons cyclables tout à fait efficaces dans la ville et des connexions avec le tram. Ça, c'est tout à fait fondamental. Et que donc, à certains endroits, par exemple, on ait des parkings vélos sécurisés pour pouvoir se brancher sur le tram. Donc là, il y a des aménagements qui sont encore en cours de discussion pour améliorer cet élément-là. Parce que c'est vrai, je peux le reconnaître, que le projet du tram ayant duré quand même de nombreuses années, la priorité du vélo qu'on connaît aujourd'hui et qui est vraiment souhaitable n'était pas suffisamment présente à ce moment-là. Donc là, il y a des aménagements qui sont en cours de conception, mais surtout pour les extensions, alors vers Serein, vers Herstal, là, clairement, le vélo est beaucoup plus co-substantiel au projet. Ça a d'ailleurs plus de sens aussi, puisqu'on quitte le tissu vraiment de la ville, mais on est dans l'interville d'une certaine façon, et on est sur des tronçons beaucoup plus longs. Donc profiter de l'assise de l'infrastructure et de longer vraiment le trajet du tram a beaucoup plus de pertinence encore dans ce cas-là. Voilà, on a fait la première partie de cette émission, donc on a dressé un peu le portrait général de ce que va être la mobilité en 2025-2026 à Liège. Maintenant, c'est place à vos questions, vous pouvez encore les poser sur notre page Facebook, mais il y en a déjà pas mal. Alors, ici, Didier, pensez-vous que la voiture a encore sa place en ville? Doit-on encore construire des parkings au centre-ville ou uniquement alors en connexion avec les transports en commun? Alors, on ne va pas exclure, en tout cas certainement pas à court terme, la voiture de la ville. Évidemment, certaines villes ont eu des politiques plus radicales. Si on prend Londres ou d'autres, peut-être qu'on arrivera à ça un jour. Mais en tous les cas, il me paraît tout à fait essentiel qu'on diminue très fortement le nombre de voitures en ville. C'est nécessaire pour tout le monde. C'est nécessaire pour la qualité de l'air, à commencer, donc la santé des Liégeois. C'est nécessaire pour simplement le fonctionnement de la mobilité, puisqu'on voit bien qu'on est à la limite complète. C'est nécessaire aussi pour l'espace occupé, parce qu'on a vraiment bien pris conscience, notamment depuis la crise sanitaire, que la voiture occupait un espace démesuré dans la ville, non seulement par la circulation, mais aussi par le stationnement. Et donc, il faut redonner plus de place aux autres modes. Donc, c'est une évolution très forte qui doit être réalisée. Et donc, en tous les cas, ce qu'on doit commencer par faire, c'est d'offrir l'alternative. C'est ce qui est en cours de réalisation pour le tram et les bus et aussi les modes actifs. Et on doit effectivement avoir des infrastructures en nombre en périphérie pour pouvoir y laisser sa voiture, que ce soit aux gares, que ce soit à des parkings relais. Il y a plusieurs projets déjà plusieurs parkings relais existants, d'autres projets en cours, mais il faudra certainement aller plus loin de ce point de vue-là. Angleur, Standard, Coromeuse, Bressou.
sous-question à celle-là de Françoise Neupré ici. Donc, il y a aussi les camions. Les camions, est-ce qu'ils vont encore une place dans la ville? Et vous aviez dit d'ailleurs que les camions allaient être interdits sur les quais de la Meuse. On en voit encore beaucoup. Donc, il y a deux questions en fait en une. Oui, donc on avait effectivement pris une décision du point de vue des camions, mais il y a quand même, deux questions particulières qui sont d'une part, bien sûr, les livraisons internes à la ville. Ouais, on peut interdire les camions qui sont en transit, mais on ne sait pas empêcher les livraisons internes à la ville. Et alors évidemment, il y a tout le contrôle qui est lié à cela et qui est du ressort de la police. On ne peut pas exclure qu'à certains moments, certains camions ne respectent pas l'interdiction, même pour le transit. Et d'autre part, il y a alors la question aussi particulière du port de Wandre qui doit pouvoir être aussi accessible pour les camions citernes. Et là, on a une complication aussi qui est aussi en cours d'examen. Mais plus globalement, il est clair que le nombre de camions en ville doit... D'abord, on doit avoir moins de camions, c'est comme pour les voitures. On doit avoir un transfert modal important vers le train, vers la voie d'eau, qui est en cours aussi, puisqu'on a des gros investissements prévus, par exemple le rehaussement des ponts sur la Meuse, la passerelle Saucy, etc. C'est prévu précisément pour laisser passer plus de bateaux et donc renforcer le transport de marchandises par bateau. Le but, c'est aussi d'aller progressivement dans le futur vers plus de circuits courts et donc moins de volume de marchandises transportées. Il n'y aurait pas des parkings relais pour camions pour justement permettre un transbordement vers des véhicules plus légers? Alors oui, parce qu'on a un autre, même en mode actif, donc même au niveau vélo-cargo, on a un potentiel très très important qui peut être activé en ville et ce sont des voies de développement qui existent aussi ailleurs. Donc c'est un sujet sur lequel on travaille, notamment dans le plan de relance de la Wallonie. Il y a un axe prévu, un budget prévu spécifiquement pour cette dimension-là. C'est encore un peu nouveau chez nous, même si certaines entreprises le font déjà. Mais ma volonté, c'est vraiment de soutenir des projets et peut-être des lieux d'interconnexion précisément, à la fois de regroupement de colis, de pouvoir venir peut-être les enlever pour les personnes directement, pour limiter en tout cas le trafic interne à la ville et certainement en termes de camions. Et puis nous avons des lieux d'intermodalité marchandises, bien entendu, par exemple au Trilogie Port et d'autres plateformes qui doivent permettre aussi ce transbordement. Une autre question, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, de Guillain et le fameux téléphérique qu'on nous promet. Alors, le téléphérique, je ne sais pas qui l'a promis. C'est vrai que ça reste un potentiel également, donc notamment vers la citadelle. C'est effectivement une idée tout à fait intéressante. Pour l'instant, le projet n'est clairement pas complètement mûr. Il y a des études complémentaires qui doivent être faites. Mais ça peut très bien être un complément d'investissement à un moment donné. Bon, il faut bien mesurer qu'on a évidemment des très gros investissements qui sont en cours pour le moment au niveau de Liège. Il y a forcément des besoins aussi ailleurs en Wallonie. En plus, la situation régionale n'est quand même pas mirobolante du point de vue budgétaire. Donc je pense que ce qui est en cours aujourd'hui à Liège et sur plusieurs années, ce sont vraiment des investissements majeurs en termes de mobilité. Mais on doit voir plus loin. On a parlé tout à l'heure d'une éventuelle deuxième ligne de tram. On a d'autres investissements, par exemple de P+R complémentaires, etc. Et le téléphérique fait partie de ces autres projets possibles, mais qui devraient être étudiés plus en détail encore. Revenons un peu sur le tram. Donc, deux questions de Brigitte. Quand sera-t-il du parking à Coron-Meuse? Je pense qu'on a déjà peut-être un peu répondu là-dessus. Mais Philippe nous dit un P+R à Bordeaux coûte 4,50 € la journée. Quand sera-t-il à Liège? Alors ça, effectivement, il n'y a pas encore de décision pour chaque P+R. Donc, ce sera des décisions qui dépendront aussi d'une discussion avec la ville. Donc, il y a plusieurs situations. Je ne suis pas certain qu'il y aura nécessairement un tarif unique pour l'ensemble des P+R. Mais c'est une réflexion qui doit encore effectivement se poursuivre parce qu'on pourrait aussi imaginer à un moment donné, par exemple, une uniformisation ou une globalisation des tarifs avec les transports en commun, avec un billet de bus ou même de train. Et donc, là, ce sont des discussions qu'on doit poursuivre entre les différents opérateurs pour l'uniformisation, par exemple, billettique train tech. C'est aussi un sujet très important, notamment à l'échelle d'une ville. Bon, ce sont des discussions qui sont quand même complexes parce que ça a des impacts importants au niveau des recettes de chaque société, etc. Mais je pense qu'on doit vraiment y travailler. Il n'y a pas encore de réponse unique à cette question à cette heure. Donc, ce sera payant. Donc, lorsqu'on le laissera, par exemple, sa voiture dans le parking du Standard et qu'on prendra le tram, il y aura
deux tarifs ou bien Alors non, certains seront payants, certains seront gratuits. Vous avez déjà aujourd'hui des P+R qui sont gratuits. Par exemple, dans la plupart des gares en extérieur de la ville, vous avez une possibilité de vous garer, de prendre le train et c'est gratuit. Donc il existe déjà des P+R gratuits et les nouveaux P+R, il peut très bien avoir une décision au cas par cas. Effectivement, de les rendre gratuits. Ce sera souvent une décision plutôt du ressort de la ville, mais en tout cas, c'est un sujet de discussion pour le futur. Alors, me demande ici Serge, y a-t-il eu une concertation avec la SNCB au point de vue des horaires pour le BHNS, pour les points de contact avec les gares, pour que, évidemment, les correspondances se fassent au mieux? Alors oui, bien entendu, il y a systématiquement des concertations avec la SNCB, dans les deux sens d'ailleurs, quand il y a des adaptations de l'offre, quand il y a des nouveaux projets de la SNCB, et il y a vraiment une volonté commune d'aller vers non seulement une conception du réseau qui intègre le mieux possible les besoins de chaque réseau et les contraintes, mais aussi que les correspondances fonctionnent. Je veux dire par là qu'avoir un horaire théorique mais qui finalement ne sera pas respecté parce que le train est en retard et qu'on rate son bus, par exemple, pour donner un cas particulier, c'est évidemment pas satisfaisant. Et donc cette articulation-là, je pense, s'est améliorée ces dernières années, mais doit certainement encore s'améliorer. En tout cas, la concertation est tout à fait prévue et elle se passe notamment dans le cadre du PUM, puisque vous savez que nous avons un plan urbain de mobilité qui s'appelle le PUM pour toute l'agglomération. On est la seule ville wallonne pour l'instant à en disposer. Il y a une réflexion qui est en cours à Charleroi. Et dans le cadre du PUM, on a aussi des groupes de travail avec des représentants de la SNCB, du TEC, de la ville, etc., des communes, où les gens, justement, les différents représentants se parlent. Question de Serge, aussi ici, les phases de test en France, c'est 4 à 6 mois. Pourquoi 8 mois à Liège? Alors ça, c'est ce qui a été prévu dans le contrat tel qu'il a été attribué par le gouvernement avant mon arrivée dans ce mandat. Donc il y a sans doute des raisons qui expliquent les estimations, mais je pense qu'on ne parle pas forcément, on parle d'une manière générale de phase de test, mais ça comprend plusieurs types de tests. Donc peut-être qu'il y a une confusion sur la comparaison, dans la mesure où on couvre bien sûr des tests de circulation vraiment du tram en lui-même, donc ce sera peut-être un peu comique de voir circuler des trams vides. Il ne faudra pas croire que c'est la dernière blague liégeoise. C'est nécessaire quand on a une infrastructure comme celle-là d'avoir des essais à vide et ça se fait partout. Mais on n'a pas que ça. On a aussi d'autres tests de l'infrastructure, de stabilité, etc. C'est tout ça qui est aggloméré dans toute cette période. Mais je le répète, si on peut la réduire de 1 mois, 2 mois, bien entendu, nous le ferons, nous l'appuierons, mais on doit respecter les conditions de sécurité. Jean revient sur le chantier. Pourquoi avoir ouvert plusieurs chantiers en même temps, ne pas avoir démarré du début jusqu'à la fin, petit à petit, avec par exemple 2 ans pour une rue Léopold, c'est beaucoup trop long. Je suis tout à fait d'accord sur la rue Léopold. On a vraiment insisté auprès du prestataire de ce point de vue-là. C'est la responsabilité évidemment du prestataire de gérer son chantier au mieux et à chaque fois de concerter la ville pour toutes les ouvertures, tout l'accompagnement de la période de travaux. La ville qui d'ailleurs intervient aussi en termes de contrôle de la sécurité, etc. Mais je suis tout à fait d'accord qu'il y a eu un défaut d'anticipation ou une exagération dans les périodes d'ouverture à certains moments. Je pense qu'il y a maintenant cette prise de conscience qui a clairement été faite au niveau du prestataire et de la ville qui doit intervenir à certains moments. C'est tout à fait clair. Maintenant, il n'y a pas non plus de solution tout à fait miracle. Il est clair qu'il y a des travaux qui doivent se faire sur l'ensemble du tracé à certains moments et on ne sait pas faire tous les travaux à un endroit, puis tous les travaux à un autre endroit. On doit aussi avoir des interventions sur l'ensemble du tracé à plusieurs moments dans les travaux. Donc, ce n'est pas aussi simple qu'on ne pourrait le dire, mais clairement, il y a eu une optimisation qui a manqué. Alors, je vais regrouper 3 questions parce qu'elles sont sur le même sujet, c'est-à-dire l'indemnisation des commerçants. Donc, une question de Catherine, une question de Sylvie et une question d'Isabelle. Voilà, l'immobilité actuelle a eu un impact très négatif sur le chiffre d'affaires des commerces liégeois, de moins 30 à moins 70%. Est-ce que vous avez l'intention d'accompagner ces commerçants et d'essayer de les aider à se sortir de ce marasme ? Alors, il y a vraiment une volonté politique d'accompagnement, que ce soit au niveau de la ville, que ce soit au niveau
de moi-même, mais aussi de mes collègues du gouvernement. Comme je l'ai dit, moi, je ne peux pas intervenir directement dans mes compétences du point de vue de l'indemnisation des commerçants, mais mon collègue de l'économie a été tout à fait sensibilisé, partage également la préoccupation. Évidemment, il doit avoir une approche qui ne peut pas être discriminante entre Liège et les autres villes, même si on voit bien les autres villes ou les autres situations, même si on voit bien qu'on a ici un chantier d'ampleur tout à fait particulier. Donc voilà, il faudra que le gouvernement se positionne sur un mécanisme précis, mais en tout cas, la préoccupation est tout à fait présente. Et je pense qu'au niveau de la ville, il y a aussi eu des initiatives. Je pense par exemple au chèque à un moment donné qui a été octroyé par la ville, etc. En tout cas, de donner un signal vis-à-vis de la population et vis-à-vis du commerce. Isabelle revient ici sur la question des livraisons et des chargements des camionnettes et des camions sur le tracé du tram. Est-ce que on a un peu évoqué le problème, mais sur le tracé du tram, qu'entend-on exactement par là? Donc s'il s'agit pour les personnes de venir éventuellement chercher un colis, par exemple, qu'elles vont ramener chez elles en tram et puis en train, par exemple, ou bien en tram et puis récupérer leur voiture quelque part, oui, effectivement, il y aura ce type de réflexion. Mais déjà aujourd'hui, vous avez des lieux en ville, que ce soit dans certains magasins, que ce soit à la gare des Guillemins, à d'autres endroits, vous avez déjà des possibilités, parce qu'il y a quand même de plus en plus de livraisons de colis individuelles. Et d'ailleurs, c'est un phénomène majeur qui fait que ça change complètement la distribution des marchandises. On doit être très attentif à ça. Et c'est pour ça que des lieux de regroupement, de dépôt et de collecte doivent être clairement accessibles en transport en commun, justement pour pouvoir récupérer son colis. Donc oui, il y en aura sur le tracé, mais la question des camionnettes, à mon avis, dépasse cette question-là. C'est-à-dire qu'on doit organiser aussi les livraisons dans la ville, notamment vers les magasins ou depuis les magasins vers les maisons, etc. Ça peut être des petites camionnettes par moment, mais ça peut aussi être des vélos cargo qui représentent en ville un potentiel énorme et très efficace en termes de vitesse de déplacement. Pour une question de Pierre ici, pourquoi avoir inclus la place Saint-Lambert et l'hypercentre dans le tracé sans infrastructure vélo? Alors, sans infrastructure vélo, si, il faut qu'il y ait des infrastructures vélo, évidemment, dans l'hypercentre, mais ça doit se faire en plus du travail sur le tram. Je veux dire, le tracé du tram, c'est un tracé longitudinal. Le déplacement en vélo au travers de Liège, il ne se pose pas que le long de cet axe. Donc, évidemment, les interactions sont nécessaires. À certains endroits, le tracé est très pertinent le long du tram, mais il y a évidemment besoin d'avoir des tracés vélos dans beaucoup d'autres tronçons que le long de l'axe du tram. Et ça, c'est l'enjeu de la politique cyclable. Certains éléments ont été mis en œuvre. C'est un travail de longue haleine. Il y a beaucoup de travail à faire. C'est un gros changement aussi dans l'approche de la mobilité à l'échelle de la ville et par la ville également. Donc, je pense que ce travail-là est en cours maintenant, mais ça va prendre encore quelques années pour que les investissements, que l'ensemble des investissements se mettent en œuvre et donnent un résultat convaincant pour les cyclistes. Je pense que ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, tout le monde en est conscient, mais en même temps, il y a déjà eu des choses qui ont été faites depuis plusieurs années. Question de Stéphane aussi, les problèmes de jonction avec des voitures, donc qui a priorité au boulevard d'Avroy par exemple, ou boulevard de la Sauvenière, qui passe? Le tram a toujours priorité sur la voiture? Alors, le tram a priorité, mais donc c'est dans la planification des feux, évidemment, dans la programmation des feux. Et d'ailleurs, c'est une volonté que j'ai d'une manière plus générale à l'échelle de la Wallonie, c'est aussi d'utiliser les nouvelles technologies pour favoriser la mobilité transport en commun et la mobilité active. Et donc, notamment, en particulier pour, par exemple, les bus à haut niveau de service, une des caractéristiques de ces bus, c'est que nous allons aussi impacter la programmation des feux là où passent les bus à haut niveau de service pour que les bus ne soient pas bloqués au niveau du feu. Il est évident que si on veut prendre le bus et avoir envie de le prendre et se déplacer rapidement, il faut que le bus ait la priorité sur les autres usagers. C'est d'ailleurs l'intérêt aussi des automobilistes qui peut-être auront un peu plus le feu rouge, mais qui auront ainsi moins d'autres automobilistes autour d'eux parce que les personnes prendront les transports en commun. Donc les transports en commun doivent être très efficaces. Et donc oui, bien sûr, les transports en commun, surtout s'ils sont très structurants comme le BHNS, le bus à haut niveau de service, ou le tram, doivent avoir la priorité au feu de circulation. Une question de Gilles ici qui dépasse un peu l'hypercentre de Liège ou l'agglomération liégeoise, mais qui est aussi une question de mobilité. Est-ce que la liaison CHB est-elle définitivement enterrée?
Ah, alors là, ça, CHB, j'en ai entendu parler depuis toujours, depuis que je suis en politique. Maintenant, ça fait déjà un certain temps. Je pense que c'est un projet, clairement, on peut dire maintenant d'un autre siècle, plus de 40 ans. Je pense personnellement qu'il est définitivement enterré, mais ce n'est pas encore acté. En tout cas, il n'aura pas lieu sous cette législature, ça c'est une certitude. Il n'y aura pas d'avancée dans ce sens-là. Mais il faudrait encore aller plus loin, c'est-à-dire qu'il faudrait retirer définitivement le projet, notamment des plans de secteur, et être tout à fait clair par rapport au fait que ce projet n'a plus lieu d'être. On va vers une mobilité tout à fait différente pour ce siècle-ci, qui doit être bas carbone, qui doit être basée sur les transports en commun, sur le transfert modal vers la voie d'eau, vers le train également. Donc on ne va certainement pas créer des grosses infrastructures autoroutières supplémentaires qui coûtent extrêmement cher, qui ont un impact environnemental et qui finalement renforcent encore le déplacement en voiture ou en camion. Donc je pense que c'est définitivement enterré, mais les actes définitifs formels ne sont pas encore réalisés parce qu'il n'y a pas encore eu vraiment un consensus politique total pour aller jusqu'à cette étape-là. Est-ce par la présence d'écolos au gouvernement wallon? C'est par la présence d'écolos, en tout cas notre engagement de plusieurs législatures maintenant, que ce projet ne se fera pas, mais avec d'autres intervenants aussi. Mais je pense que maintenant, même les autres partis ont tout à fait compris que ce n'était plus un projet d'avenir, que ce n'est pas du tout responsable d'aller consacrer des centaines de millions d'euros, plutôt que de les consacrer, par exemple, un jour à un deuxième axe du tram, ou peut-être au téléphérique ou d'autres infrastructures. Nous devons vraiment réaliser le basculement de notre mobilité, et ce projet-là n'est pas du tout dans ce projet nouveau de mobilité. On va revenir au tram et au transport en commun en ville. Didier nous dit que pour que ça marche vraiment, il faudrait qu'il soit gratuit. Alors, est-ce que c'est dans l'intention de la région wallonne, mais est-ce qu'elle en a aussi les moyens? Alors, c'est une bonne question. C'est un débat qui a bien évolué ces dernières années. Donc, en fait, nous sommes en train de le rendre gratuit pour certaines catégories de public. Ce n'est pas encore pour tout le monde, mais nous sommes en train de rendre le bus et demain le tram gratuit pour les jeunes de 18 à 24 ans, les plus de 65 ans et les publics précarisés. C'est en cours, c'est-à-dire qu'on y sera l'année prochaine. On a fait déjà les premières étapes. On est par exemple aujourd'hui pour les jeunes à moins de 70%, moins 70% de l'ancien tarif. Donc, on va arriver à la gratuité comme annoncé en fin de cette législature-ci. Nous n'avons pas encore, par contre, généralisé cette gratuité pour l'ensemble des usagers. Mais j'entends que dans les débats publics d'un certain nombre d'intervenants, les positions des partis politiques, etc., cette question devient de plus en plus centrale. Et donc, on peut tout à fait imaginer que, par exemple, la législature prochaine, à partir de 2024, on aille plus loin en étendant la gratuité à d'autres catégories de public, voire à la gratuité générale. Évidemment, il faudrait être conséquent, c'est-à-dire que ça représente quand même des recettes importantes malgré tout, même si c'est qu'une partie du coût du transport en commun, c'est quand même des dizaines de millions d'euros de recettes qui seront perdues. Forcément, il faut les financer d'une autre manière. Mais ça pourrait être une manière de donner encore un boost supplémentaire effectivement au transport en commun. Le prix du ticket que paye le client, il représente combien par rapport, en pourcentage par rapport au coût général des transports en commun? Alors évidemment, les trois quarts environ sont payés par la région. Hein. La recette en moyenne représente qu'une partie limitée, mais ça dépend des lignes. Donc c'est clair que les lignes en ville très utilisées, comme par exemple le 4 ici à Liège, sont presque à la rentabilité, parce que là, on a des petits déplacements avec énormément de voyageurs. Et donc là, on n'est pas dans des lignes qui vont être de très longue distance, où parfois les bus ne sont pas très remplis, etc., parce qu'on traverse des communes moins peuplées, avec des longs déplacements entre plusieurs arrêts, etc. Et donc, ça dépend vraiment des lignes, mais en moyenne globale, c'est clair que la majorité du coût est supportée par les pouvoirs publics, déjà maintenant. D'accord. À Liège, nous dit Serge, les bus roulent à vide souvent aux entrées et aux sorties de dépôt. Pourquoi est-ce que le TEC ne revient pas sur la relève à la volée? Ce serait meilleur pour l'environnement. Oui, ce sont des pistes effectivement qu'on peut toujours creuser. Évidemment, il faut trouver la bonne articulation, le bon équilibre, je dirais, entre l'optimisation de ce genre-là de la pollution et de la prise en charge des personnes et l'efficacité du service. Donc, il faut qu'on ait des systèmes simples, il ne faut pas qu'on ait des pertes de temps importantes pour le déplacement du bus, pour la montée et la descente des personnes, etc. C'est là qu'il y a un équilibre à trouver, mais peut-être qu'il y a des améliorations possibles. Mais c'est clair qu'avec le tram, évidemment, une partie va être transférée sur le tram, donc on sera dans une problématique tout à fait différente.
Michel, pourquoi le planning actualisé n'est toujours pas disponible pour le tronçon, notamment Fragné-Blondaine, place Le Mans? Je suppose que c'est là qu'elle habite. Ce serait important que les gens puissent savoir quand vont commencer les travaux dans leur quartier. Je partage tout à fait cette préoccupation, mais je n'ai pas envie que l'on donne des informations qui ne sont pas consolidées. Et donc, moi, j'ai vraiment été excédé l'année dernière, il y a quelques mois, et je ne suis pas le seul, par rapport aux informations successives sur les travaux, sur les retards. Et sur la planification. Et donc, c'est suite à cela que depuis plusieurs mois maintenant, il y a des discussions importantes qui ont eu lieu entre les parties, avec le prestataire, les différentes parties prenantes du prestataire, la ville, l'OTW, mon propre cabinet et moi-même, pour faire en sorte que ce planning soit consolidé et soit précis. Et donc, les éléments généraux ont été déjà annoncés, comme j'en parlais tout à l'heure, avec l'échéance d'août de l'année prochaine, mais tous les plannings détaillés qui doivent en découler sont en cours de finalisation. Et je suis désolé que l'information est peut-être un peu lente, malheureusement, mais je préfère que ce soit consolidé avant d'être publié et que l'on ait enfin une information plus satisfaisante du point de vue du suivi des travaux à ce niveau-là. Voilà, on arrive en fin de ce Facebook Live. Il y a eu d'autres questions, mais qui se recoupaient beaucoup, donc j'ai essayé un peu de les grouper. Si je peux vous demander une conclusion sous forme de rêve, comme ça. Donc, on se retrouve dans 2 ans ou dans 3 ans à Liège, par rapport à la situation actuelle. Qu'est-ce qu'on pourra découvrir? Quel sera le gros changement? Alors pour moi, le gros changement, ça doit être le plaisir en ville. Ça ne doit plus être évidemment le chantier parce qu'il sera terminé, mais ça ne doit plus être non plus les embouteillages, les klaxons, la qualité de l'air que l'on peut parfois ressentir comme étant problématique. Ça doit être une ville où il est agréable de se déplacer, qui est conviviale. On se déplace à pied, on se déplace à vélo, mais en même temps, on a une capacité de relier d'autres endroits en prenant un autre moyen de transport très facilement. Et donc, ça doit se traduire sur la manière d'être, sur la convivialité vraiment dans la ville elle-même. Je pense qu'on a un petit peu ressenti ça au moment du confinement et du début de la crise sanitaire. On a eu vraiment une attente générale à retrouver les espaces publics, à se déplacer à pied, à vélo. Mais c'est comme ça que nous devons concevoir la ville du futur et j'y crois vraiment pour Liège. C'est ce que vous voulez dire à tous les Liégeois qui sont maintenant voilà, excédés c'est par... aussi avoir un peu d'espoir pour le futur dans quelques mois, effectivement. Eh bien, un tout grand merci Philippe Henry d'avoir été notre invité du mois à la Maison de la Presse et de la Communication de Liège. Merci à vous. L'assurance technique a été réalisée par la société Electrovox et c'est Laurence Cominette qui a collecté vos questions. Un grand merci. Sachez que cette émission va de suite être remise sur notre page et sur notre chaîne YouTube et vous pourrez la revoir à l'infini si vous voulez. Merci beaucoup. La prochaine invitée du mois de la Maison de la Presse sera fin mars, Pascale Delcominette, qui est donc la directrice générale de l'AWEX, l'agence wallonne pour l'exportation. Merci à tous, bonne fin de soirée.